Let's rock. Hey, salut les potos, bienvenue dans Le Nanarchiste, l'émission qui vomit sur les codes du cinéma. Alors si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je commence vraiment à en avoir ras la casquette d'entendre à chaque fois parler de nanar dès qu'un film vous déplaît. C'est le cas des blockbusters américains, qu'on aime ou qu'on déteste. Et surtout qu'on adore détester. Et là, s'il vous plaît, arrêtez de parler de nanars. C'est même pas des nanars. Au contraire, c'est même justement le genre de film calibré pour que ça fonctionne. C'est le genre de film qui impose le langage cinématographique que nous connaissons. Et justement, comme dit dans une précédente chronique, le nanar est une forme dérivée du cinéma dans le sens où elle s'émancipe de ses codes. En effet, le cinéma obéit à un langage, ce qui simplifie grandement la compréhension de tout film. Et à part quelques petites productions obscures, aujourd'hui le cinéma se doit d'être le plus parfait possible, les sommes en jeu étant de plus en plus pharaoniques. Le nanar s'émancipe si bien des codes établis du cinéma qu'il se crée lui-même ses propres codes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler de ces hommes et femmes de l'ombre qui peuplent la majorité des productions nanardesques, et ça sans même qu'on les remarque. Je veux bien évidemment parler des mannequins. Et tout d'abord, quand on parle de mannequins, il faut savoir différencier les deux grandes familles, à savoir Jean-Michel, mannequin en mousse, dit souple, qui n'est grosso merdo qu'un oreiller ayant forme connue, le plus souvent humaine ou animale. Et Jean-Philippe, mannequin en plastique, dit rigide, qui, comme son nom l'indique, représente une personne qui restera toujours dans la même position. Donc, si j'ai bien compris, quand Jean-Michel y tombe, ça fait un Jean-Michel aplati. Dans le domaine du cinéma, lorsqu'on veut parler d'un mannequin de type Jean-Michel ou Jean-Philippe, on emploie généralement le terme demi. Et il faut dire ce qui est, le demi n'est pas exclusif au nanar. Entre vous et moi, il n'y a rien de choquant de voir un demi dans un blockbuster. On est dans le nanarchiste alors, pourquoi tu parles de blockbuster? Très bonne question, mais il ne faut pas perdre de vue le postulat de départ. Le nanar s'émancipe si bien des codes du cinéma qu'il s'en crée ses propres codes. Et c'est là que le mannequin a une importance capitale pour son utilisation abusive. Et voilà, ce n'est pas pour rien si Jean-Michel a principalement forme humaine. Il est là avant tout pour substituer un être humain dans une situation dangereuse. Ben moi, perso, j'aurais pris un Indien. Ou un Chinois, de toute façon. Un de plus ou un de moins. Attends, mais c'est raciste ça? Oui, tout à fait. Quel que soit le film, nanar ou pas, on a invariablement cette situation. En 1, une personne dans une situation dangereuse. Et en 2, le demi qu'il remplace. Pour une chute, un démembrement, etc., etc., etc. Non mais le but premier du mannequin, c'est quand même d'être discret. On n'est pas censé savoir tout ce qui se passe dans l'envers du décor. Bon, ok. Il arrive que les moyens techniques nous obligent à utiliser des demi si grossiers qu'ils se verraient dans le noir sur la planète d'une autre dimension depuis nos toilettes. Bon, jusqu'à là, ok, je comprends. Mais non, le nanar se doit bien de tataner à coups de latte dans la gueule tout principe de base. Ici, le demi se doit d'être visible et surtout surexploité. Et comme vous pouvez voir sur ce graphique, à l'heure d'une période de... Oui, bon, ça va, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et comme vous pouvez voir sur ce graphique, le cinéma mainstream peut se composer en décennies. Oui, ok, je sais, on parle ici de cinéma mainstream, mais bon, je pense qu'on a enfin intégré le fait que les nanars s'en inspirent. Nous avons donc les bons vieux blockbusters bien over badass des années 80 portés par Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, etc. Ici, ce sont surtout les voitures qui ont une fâcheuse tendance à exploser pour un rien. Ensuite, nous avons les blockbusters des années 90 portés par Bruce Willis d'un genre un peu moins extravagant. Mais bon, perso, je trouve qu'ils sont bien plus fadas que badass. Mais depuis les années 2000, on a enfin ce qui nous intéresse, Jean-Michel en force. Et là, à mon avis, ça, c'est surtout du Michael Bay. Le cinéma a changé, les mœurs ont changé. Aujourd'hui, ce qu'on veut voir, ce sont surtout des personnages crédibles dans des situations qui ne sont pas forcément. Du coup, c'est assez marrant de voir que des films de monstres paraissent vraiment sortis d'ailleurs, alors qu'ils reprennent juste des codes antérieurs. Après, faut dire ce qui est, c'est pas toujours réussi. Même si c'est pas forcément un nanar.
Enfin bon, tout ça, on s'en fout un peu en fait, parce que ce qui nous intéresse, c'est que Jean-Michel ait bâti tout un environnement autour de lui avec au hasard la maison de Jean-Michel, sa maison de campagne, sa soucoupe volante, son immeuble. Et là, vous sentez pas comme un petit parfum de cerise frottée là? Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, c'est un vrai bordel. Jean-Michel ou Jean-Philippe ne se déplace jamais seul. Non, il faut forcément qu'il emmène tout le zoo de Vincennes avec lui. Jean-Michel, c'est avant tout un écosystème avec son serpent, Mais d'où vient ce foutu serpent de merde? C'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes. sa vache, son rocher, son loup-garou, son mini-lui. Oups, pardon, autant pour moi, ça c'est Weng Weng qui double Jean-Michel. C'est un concept. Oui, tout à fait. Weng Weng, la version lilliputienne de Mireille Mathieu. Je vois pas comment dire autrement. D'ailleurs, en parlant de costume tout laid, il faut préciser que Jean-Michel, non mais comme chacun, il s'habille avant de sortir. Et il n'oublie surtout pas de mettre sa perruque, son plus beau costume, ses plus belles chaussettes, et même bien avant Metal Gear Solid 5, son masque de poulet. Bon, admettons que vous avez passé toute une soirée à regarder les films précédemment cités. Et là, normalement, vous vous dites... Alors c'est bon? On est expert en nanar maintenant? Et non! Paf! Vous tombez sur Marie-Michel, la femme de Jean-Michel, d'une façon totalement injustifiée. Ah, quand on y pense... C'est beau le nanar. Enfin, bref, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, c'est que le mannequin en lui-même, ou tout autre accessoire, ne justifie pas qu'on parle de nanar. Non mais même dans les productions standards, on utilise des mannequins. C'est plutôt l'emploi totalement injustifié et omniprésent qui nous intéresse. Le demi se doit d'être discret, car il est là surtout pour remplacer une personne qui ne pourrait pas faire une cascade pour des raisons évidentes de sécurité. Du coup, ce qui nous plaît en tant que nanardeur, c'est bien l'utilisation injustifiée et étrangement assez imaginative des productions. Le mannequin et tout ce qui va avec en deviennent même des personnages à part qui mériteraient de faire partie du générique de fin. Et c'est un peu cela la magie du cinéma tel qu'on en redemande. Merci à vous de suivre le Nanarchiste. Si vous aussi vous considérez le nanar comme une espèce à part dans l'écosystème cinématographique, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo. Et j'aimerais finir sur la devise de tout nanardeur: le pire n'est jamais décevant. Et pour citer Elmer Footbeat, le plastique, c'est fantastique. Le plastique, c'est fantastique.